d'avoir accepté notre invitation pour assister à une conférence éducative si enrichissante pour la famille et pour l'école. Tout ceci dans l'objectif de sensibiliser nos enfants, nos élèves qui sont vos enfants. La conférence d'aujourd'hui revêt une caractéristique si particulière, car je ne vais pas vous le dire, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Ces dernières années, on a remarqué une certaine recrudescence de la violence, et les élèves dans les établissements scolaires, on note certaines attitudes comportementales qui ne sont pas convenables. Nous avons la chance, et nous sommes très ravis d'accueillir parmi nous un expert en la matière, en la personne du père Jean-Marie Petitclerc, que je vous demande de saluer et d'applaudir avec chaleur. Pour l'organisation de la conférence, elle sera de la manière suivante. Je donnerai la parole au père José, le directeur de l'œuvre de Don Bosco de Quilitra. Il sera suivi de la parole des parents délégués qui vont aussi témoigner de leur part et vont procéder à une remise de 2 cadeaux. Et après, on entame la conférence. On souvent parler de Don Bosco. Parfois, les parents ne se rendent pas compte de tout ce que signifie ce nom. Notre conférencière d'aujourd'hui essaye d'appliquer des paramètres éducatifs vécus par Jean Bosco, un éducateur reconnu du XIXe siècle et fondateur d'une congrégation religieuse qui vit la pédagogie de l'amitié et de la confiance envers les gens comme une spiritualité essayante. Jean-Marie Petitclerc appartient à ce groupe de disciples de Don Bosco. Son expérience la plus profonde l'a vécue dans l'association Baldoco, dont il est fondateur et directeur pour les jeunes en difficulté de notre société actuelle, qui porte le nom, l'association Baldoco, du quartier où Don Bosco lui-même a commencé une expérience modèle et référentielle pour tous les siens. Croire toujours dans la meilleure potentialité de chaque jeune. Jean-Marie Petitclerc réfléchit sur cette réalité. Don Bosco éducateur et les jeunes issus des milieux défavorisés de notre XXe siècle, et il essaye de comprendre ces jeunes avec le cœur de Don Bosco. Nous avons l'honneur de les accueillir chez nous pour la 10e fois. Il se dit avec passion et conviction ce qu'il a vécu, ce qu'il ressent et ce qu'il veut transmettre comme message. À lui la parole et notre remerciement anticipé pour tout ce que nous pouvons apprendre de lui. Merci, Monsieur le directeur des écoles Don Bosco de Quilitra, Père José Antonio, Mesdames et Messieurs ici présents. Tout d'abord, c'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom des parents délégués et à travers eux, au nom de tous les parents d'élèves des écoles Don Bosco, pour remercier tout d'abord l'administration d'avoir organisé cette conférence et pour la félicité du choix de notre conférencier d'aujourd'hui. Que dire à propos du père Jean-Marie Petitclerc? Mon père a déjà fait la présentation, donc il n'y a pas grand-chose à dire de plus, mais permettez-moi de vous faire une petite suggestion. Allez sur Google ou sur YouTube et vous tapez Jean-Marie Petitclerc, vous découvrirez que nous sommes aujourd'hui en présence d'un grand homme et d'une éminente personnalité. Il est salésien, polytechnicien, éducateur spécialisé, expert aux questions d'éducation, également écrivain.
Il est auteur de plusieurs ouvrages. Et il est également fondateur et directeur de l'association Le Val des Coups. Il était sportif. Il faut aussi savoir qu'il a mis un terme à son expérience au ministère du Logement et de la Ville pour retrouver ses activités d'éducateur. Au nom des parents d'élèves Don Bosco, je vous remercie infiniment d'être venu pour animer cette conférence intitulée « Éduquer à la non-violence en veillant à la cohérence famille-école ». Ce sujet est en parfaite harmonisation avec la réflexion choisie comme thème cette année par l'école, qui n'est autre que non à la violence dans nos familles, dans l'école, dans la rue et contre la planète. Je vous remercie chaleureusement encore une fois du miel de votre présence et du goût incomparable que vous donnez à la vie. Je ne peux que souhaiter vous revoir bientôt chez nous une autre fois et à vous la parole. Merci. Nous remercions l'association, c'est pas l'association, les parents délégués pour tous les efforts qu'ils déploient en faveur des élèves et des enfants de l'école, des différents établissements. Le cadeau, c'est maintenant. Maintenant, nous allons procéder à la remise de cadeau symbolique. Il faut qu'il le voie. Et on les applaudit, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment il va faire à l'aéroport. Et l'autre, voilà, pour que tout le monde le voit. Ah, super. On l'applaudit encore. Donc nous n'allons pas tarder. Nous allons donner la parole au Père, mais je tiens à signaler une donnée très importante. Le Père, il s'inspire des intuitions anticipatrices de Don Bosco. Dans toutes ses œuvres, dans tous les livres qu'il a écrits, entre autres Éduquer ou Enfermer, et je crois qu'il va le citer dans son intervention, s'il veut bien sûr. De passer ces quelques jours à Kénitra. Comme vous le savez, je travaille depuis une quarantaine d'années comme éducateur en France, auprès d'adolescents majoritairement domiciliés dans les quartiers que là-bas on qualifie de sensibles, parce qu'ils sont parfois sujets de scènes de violences urbaines. Et dans ces jeunes que je fréquente, que j'accompagne, il y a une part importante de jeunes issus de l'immigration maghrébine, africaine, part importante de jeunes d'origine marocaine. Je sais combien reste fort l'attachement à leur pays, à leur religion, à leur tradition, et je me réjouis de pouvoir avoir pu rencontrer ces jeunes Marocains de l'école, du collège Don Bosco, de la Juxpel, ici dans leur pays. Et je voudrais charger, vous, les parents, que j'ai la joie de rencontrer ce soir, de les remercier pour la qualité de leur accueil, de leur implication, de leur écoute. J'ai vraiment passé d'excellents moments en leur compagnie, que ce soit au collège, à la Juxpel ou à l'école. Le propos qui va être mis ce soir est le fruit d'une double inspiration. Tout d'abord, celle liée à ma propre expérience éducative. Voici 20 ans, à la demande des Salésiens, j'ai fondé le Val de Caux sur la dalle d'Argenteuil, un quartier un peu emblématique de la banlieue parisienne qui avait été traumatisé par la violence des émeutes urbaines du début des années 90. Et cette association est née de la rencontre entre un collectif d'habitants inquiets pour le devenir de leurs enfants dans un quartier marqué par une telle violence et des Salésiens de Don Bosco désireux de réexpérimenter le modèle de leur fondateur dans la réalité contemporaine de la banlieue d'aujourd'hui. Depuis, le Val de Caux s'est déployé également sur le Grand Lyon, en particulier à Vaux-en-Velin, et sur une grande métropole du nord de la France, Lille, et du sud de la France, Nice. La difficulté principale de ces jeunes que nous accompagnons réside à mes yeux dans le fait que
tous les jours, il passe par 3 lieux. Tous les jours, il passe du temps en famille, il passe du temps à l'école, et puis il passe du temps dans la rue avec les copains. Et que chacun de ces lieux est marqué par une culture un peu différente. La culture familiale, empreinte des traditions, des pays d'origine. Je travaille en milieu pluriethnique, pluriculturel, plurireligieux. La culture scolaire, empreinte en France des traditions républicaines, que nous dit-on aujourd'hui dans notre pays, sur les valeurs de la République. Et puis cette culture de la rue qui est fondamentalement devenue une culture de l'entre-jeune, les adultes ayant un peu déserté l'espace public. Culture qui s'est forgée ses propres codes de comportement, ses codes langagiers. Il me semble d'ailleurs qu'une évolution importante de la jeunesse de France, mais je crois que c'est aussi une évolution de la jeunesse marocaine, réside dans le fait que cette culture de l'entre-jeune a tendance à devenir de plus en plus prégnante, tendance parfois à envahir l'école, et puis elle a tendance à marginaliser un peu la famille. Vous savez, la grande différence entre l'adolescent que j'étais et l'adolescent que j'accompagne aujourd'hui, c'est que lorsque moi-même j'étais adolescent, lorsque je quittais l'école pour entrer en famille, je quittais l'univers de mes copains pour m'inscrire dans la sphère familiale, alors qu'aujourd'hui, avec leur portable, avec les inscriptions qui sont là dans les réseaux sociaux, ils ne quittent jamais l'univers des copains. Ils sont toujours en lien. Je partageais un repas avec une famille et l'adolescent était en train de tweeter entre les plats. Bon. Donc combien nous sentons que c'est pas l'enfant, l'adolescent dans ces 3 champs de vie, alors que le travail social classique est parfois un peu cloisonné. Le rejoindre dans le champ de la rue, dans toutes les actions que nous menons de l'école, toutes les actions que nous menons en termes d'accompagnement scolaire, et puis d'initiatives que nous prenons pour prévenir le décrochage scolaire, et puis le rejoindre dans le champ de la famille, toutes les actions que nous menons dans le registre du soutien à la parentalité. Les relations parents-adolescents ne sont pas toujours très faciles, et le Val-de-Caux est ce lieu où on peut à la fois accueillir l'adolescent, accueillir les parents, et essayer de travailler à une amélioration du lien familial. Rejoindre l'enfant dans sa globalité, parce que nous le savons tous, l'enfant, l'adolescent peut avoir un comportement un peu différent lorsqu'il est dans la famille au sein de la fratrie, lorsqu'il est à l'école dans le groupe classe, et lorsqu'il est avec sa bande de copains sans aucune présence d'adulte. Et combien nous paraît important pour être capable de l'accompagner, de le saisir dans ses différents champs de vie, et aussi de créer du lien entre les différents adultes qui cheminent auprès de lui. Le maître mot de la tenter de créer du lien entre les adultes qui cheminent avec lui en famille, les parents, les oncles, les tantes, les adultes qui cheminent avec lui à l'école, les enseignants, et puis ceux qui cheminent avec lui dans le champ des loisirs, les animateurs, les éducateurs. Et d'essayer de travailler à la mise en cohérence de ces différents acteurs, s'agissant d'établir une corrélation entre le niveau de violence d'un enfant, d'un adolescent, et le niveau d'incohérence des adultes qui l'accompagnent sur son itinéraire de croissance. Je crois que le premier droit de l'enfant, et nous y reviendrons, c'est le droit à la cohérence des adultes qui l'accompagnent sur son itinéraire de croissance. La deuxième source d'inspiration, c'est l'héritage de Don Bosco, dont nous venons de fêter le bicentenaire. Un éducateur qui connut lui aussi une période d'intense mutation sociétale, puisqu'on passait de la société rurale et paysanne à la société urbaine, industrielle, de paysans, petits-fils de paysans, arrière-petits-fils de paysans, puissent se projeter dans un avenir d'ouvriers, dans une de ces usines fumantes qui voyaient poindre à l'horizon. Et combien nos adolescents d'aujourd'hui ont parfois du mal à se projeter dans l'avenir lorsque les économistes nous disent que nous ne connaissons en gros que 50% des métiers qui s'exerceront en 2050 et qu'ils assistent parfois à l'effondrement de pans entiers d'économie traditionnelle et que les nouveaux métiers liés à l'économie numérique tardent à se structurer. Et puis il est aussi plus difficile d'être parent, d'être enseignant, d'être éducateur, parce que la société connaît un véritable bouleversement. Il n'y a plus forcément d'harmonie autour d'une hiérarchisation des valeurs. Et dans un tel contexte, Don Bosco était porteur de 2 grandes intuitions qui me paraissent tout à fait pertinentes pour notre aujourd'hui. La première, c'est que l'essentiel en éducation, c'est la qualité de la relation adulte-jeune. Don Bosco nous lègue une pédagogie fondée sur la qualité de cette relation. Il aimait dire, sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d'éducation. C'était le fil rouge de sa pensée pédagogique. Et la deuxième intuition, c'était de savoir décoder
ces phénomènes de violence sur lesquels nous allons nous arrêter ce soir, savoir les décoder comme symptômes de la faillite de l'accompagnement éducatif. Je m'explique. On parle beaucoup d'une montée de la violence. On s'inquiète de cette montée de la violence chez la jeune génération. D'ailleurs, parfois, on présente les jeunes comme étant les principaux auteurs de violence. N'oublions pas qu'ils en sont aussi les principales victimes. 80% des actes de violence commis par les jeunes le sont à l'encontre d'autres jeunes. Mais si nous réfléchissons un peu, n'oublions pas que la violence, c'est naturel. La manière naturelle de régler un conflit, c'est la violence. A en conflit avec B, vous supprimez B, il n'y a plus de conflit. La manière naturelle d'exprimer sa colère, c'est la violence. Si je commence à balancer toutes les chaises dans cette salle, vous allez vous dire, je suis vraiment en colère. Ce qui n'est pas naturel, et qui est le fruit de l'éducation, c'est la convivialité et la paix. La capacité d'établir une relation pacifique avec celui qui est en désaccord avec nous, avec celui qui est un obstacle sur notre route. Ça, c'est pas naturel. C'est le fruit d'éducation. Autrement dit, pour Don Bosco, le problème de la violence des enfants et des adolescents n'était pas d'abord un problème d'enfants, d'adolescents. J'entends parfois des parents, des instituteurs, des animateurs me dire « mais que se passe-t-il? Ils viennent de plus en plus violents, de plus en plus tôt. » J'aime répondre, le bébé du XXIe siècle ne naît pas plus violent que le bébé du XXe. Ils naissent tous les deux tout aussi violents, incapables de résister à la moindre frustration. Le problème de la violence des enfants et des adolescents, c'est d'abord un problème d'adultes. Les adultes, aujourd'hui, un peu plus en difficulté pour effectuer l'apprentissage de la gestion de la frustration chez l'enfant qui grandit. Combien je vois de faits de violence au balbecot qui peuvent s'interpréter comme l'incapacité pour l'adolescent d'accepter la frustration liée à une limite, liée à un non. Mais gérer la frustration, c'est pas naturel, ça s'apprend. Il revient à l'adulte d'apprendre à l'enfant, à l'adolescent, à maîtriser son agressivité, de manière à ce qu'elle ne se transforme pas en violence. Combien je vois de faits de violence au balbecot qui peuvent s'interpréter comme l'incapacité pour l'ado de maîtriser toutes ses pulsions agressives, mais apprendre à maîtriser sa agressivité, là aussi, c'est pas naturel, c'est l'éducation. Il revient à l'adulte d'apprendre à l'enfant, à l'adolescent qui grandit, d'autres manières de résoudre le conflit que le recours à la violence, l'arbitrage, la médiation, la négociation, le recours à la justice. Donc, aux autorités italiennes qui ne cessaient de dire ces jeunes développent des comportements monstrueux dans ces faubourgs, une seule solution, enfermons-les. Et je commence à entendre ce type de discours dans les cabinets ministériels que je fréquente. Don Bosco de dire la violence de ces comportements est le signe de la faillite de notre accompagnement éducatif. Une seule solution, tous ensemble, parents, enseignants, animateurs, éducateurs, citoyens, tous ensemble, retroussons les manches et éduquons-les. Et j'aime citer la pointe du discours de Don Bosco lors de ce voyage en Europe, en France, en Espagne, en 1883. Ne tardez pas à vous occuper des jeunes, sinon ils ne vont pas tarder à s'occuper de vous. Pertinence prophétique de ce grand éducateur. Alors, arrêtons-nous un peu sur cette question de la violence. Il est possible d'aborder ce problème avec de multiples angles de vue, celui du politique, celui du juge, celui du psychologue, celui du médecin. Il ne vous étonnera pas que je développe devant vous le point de vue d'un éducateur, confronté, parfois même au quotidien, à la violence dans sa pratique d'accompagnement éducatif. Et il me semble que la spécificité du discours de l'éducateur, c'est de commencer par réfléchir à ce qui peut conduire l'enfant, l'adolescent, à adopter une conduite violente. Le fil rouge de ma pratique éducative, c'est cette conviction que j'ai chevillée au cœur, c'est que quel que puisse être le comportement d'un enfant, d'un adolescent, aussi stupide, aussi inadapté, me paraît-il de prime abord, il a toujours ses raisons de l'adopter. Le gamin qui se drogue, le gamin qui entre en délinquance, le gamin qui veut se foutre en l'air, il a toujours ses raisons. Je ne dis pas qu'il a raison, il peut avoir tort, parce qu'il se fait du mal, puis il fait du mal aux autres. Mais il a ses raisons. Et il me semble que tant qu'on n'a pas effectué cette démarche nécessaire à la compréhension de ces raisons,
eh bien c'est notre réponse qui risque d'être un peu à côté de la plaque. Alors pourquoi je voudrais ce soir, avec vous, essayer de réfléchir un peu aux raisons qui peuvent conduire un enfant, un adolescent à devenir violent, voir ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, les pistes d'action pour tenter de prévenir cette violence, de la réguler quand elle surgit, et puis, dans un troisième temps, d'insister sur l'indispensable cohérence de tous ces adultes qui cheminent auprès de l'enfant et de l'adolescent qui grandit. Il me semble qu'il y a 3 types de raisons qui peuvent conduire à être violent. C'est vrai pour l'enfant, l'adolescent, c'est aussi vrai pour l'adulte. Je prendrai cet exemple. J'imagine l'un d'entre vous, parce que la violence n'est pas que du côté des enfants, elle est aussi dans le cœur de chacun, j'imagine l'un d'entre vous convoqué chez son chef, qui lui fait une remarque sur son travail. Je prends cette scène. Convoqué chez un chef, il fait une remarque sur son travail, on n'accepte pas cette remarque, et on sent une bouffée de violence monter en nous. J'aime dire qu'il y a 3 explications possibles. La première explication, c'est que ça s'est tellement mal passé, la veille au soir, avec votre épouse ou avec vos gamins, ou bien vous avez cassé votre voiture en venant au rendez-vous, que vous ne supportez rien. Là, je parle d'une violence, mode d'expression d'un mal-être. Plus je suis en situation de tension intérieure, plus je me sens habité par des problèmes, moins je suis capable de supporter une remarque de l'extérieur. Deuxième explication, vous êtes fait tellement de fois avoir par votre chef, ou à chaque fois vous rentrez dans son bureau avec vos idées, puis vous sortez avec les siennes, que vous vous dites, cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça, j'ai quand même un point de vue à défendre, vous vous crispez et vous devenez violent. Là, c'est ce que j'appelle la violence mode d'affirmation de soi. Lorsque je me sens un peu en danger dans la relation, avec un risque d'humiliation, j'ai tendance à recourir à la violence dans une sorte de geste de survie. J'existe, vous êtes obligé de tenir compte de moi. Et puis, le troisième scénario, vous êtes en désaccord total avec votre chef, vous pensez qu'il est inapte au dialogue, et vous pensez que la seule manière d'essayer de le faire changer de vie, c'est de faire pression sur lui par votre violence. Là, j'appelle cela la violence mode d'action. J'utilise la violence dans une stratégie d'action qui va me permettre d'obtenir des choses. Alors, vous voyez bien que si je mettais une caméra de télévision dans le bureau, je vois la même chose. Je vois un subordonné, violent, à l'égard des responsables. Mais si j'analyse un petit peu la situation, ces 3 types de violence n'appellent pas forcément le même type de réponse. À l'école, on a ces 3 types de violence. On a parfois une violence qui est importée à l'école. Je vous faisais réfléchir ce matin les collégiens sur ce qui peut conduire à la violence. Et certains de dire, mais quand on arrive, la tête pleine de problèmes, parce qu'il y a des problèmes à la maison, on n'est pas bien, eh bien on s'énerve facilement et puis on devient violent. Ça, c'est la violence mode d'expression. Il y a parfois une violence qui peut être fabriquée par l'école. Je parlais de l'exemple de l'enfant de primaire qui, de 9h à midi, est vécu comme nul en histoire, nul en géo, nul en calcul, nul en orthographe. Eh bien, arrivé l'heure de la récréation, il va faire peur au chouchou de la maîtresse en disant « Ah, on rigole bien maintenant, hein. Là-haut, c'est pas qui me voit, mais maintenant j'existe. » Là, c'est la violence d'affirmation de soi. Et puis, il y a la violence du racket, qui est tout à fait autre chose. Je connais des enfants qui sont capables d'être très violents le temps d'obtenir le blouson du voisin, puis une fois qu'ils l'ont obtenu, ils deviennent très calmes. Là, c'est la violence mode d'action. Alors, je crois que c'est important de réfléchir un peu à ces 3 significations de la violence. Tout d'abord, la violence mode d'expression. Très souvent, derrière le plus violent se cache le plus souffrant. Et se cache quelqu'un qui a du mal à trouver les mots pour pouvoir exprimer son mal-être. Alors, il utilise un peu la violence comme une sorte de langage en acte. Des études ont été menées en France pour montrer le lien existant entre la violence et la pauvreté de vocabulaire. Études menées par exemple dans les grands quartiers de mineurs des prisons de la région parisienne. Autour de 400 mots, pas grand-chose, hein, 400 mots, pour pouvoir dire ce qu'on ressent. Et combien on découvre que ces jeunes qui utilisent la violence comme mode d'expression sont des jeunes que je qualifierais un peu d'handicapés du langage émotif. Parce que vous savez, le langage, je parle du langage courant, hein, pas du langage philosophique ou du langage technologique, mais le langage courant, il répond à 3 types de fonctions. Il peut me servir pour décrire l'environnement, langage descriptif, je suis dans une salle éclairée.
il peut me servir pour parler de l'action que je mène, je fais une conférence, vous m'écoutez. Et puis, la troisième fonction, c'est la fonction émotive. Il peut me servir pour mettre des mots sur ce que je ressens. J'ai du plaisir à vous partager mon expérience, j'espère que vous en ayez pas trop. Eh bien, ces 40 années de pratique du métier d'éducateur m'ont fait découvrir que, très souvent, les jeunes les plus violents sont des handicapés du langage émotif. Ils ont énormément de mal à mettre des mots sur ce qui se ressent. Et parfois, c'est plus fréquent chez le garçon que chez la fille. Parce que quand on écoute une bande de garçons, la dominante du langage, c'est le langage performatif. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Tu fais l'entraînement de foot, est-ce que tu viens de voir? Alors que chez les filles, le recours au langage émotif est parfois plus évident. Ah, tu crois qu'il m'aime encore? Mais non, je vois dans nos tribunaux en France, 90% des actes de violence sont commis par des garçons. D'autant que, parfois, dans une ancienne culture, on se rend compte qu'une fille qui pleure, c'est plutôt une qualité, c'est une fille sensible. Un garçon qui pleure, c'est un lâche. Voilà. Moi, je vois dans la culture du quartier où je suis, la seule manière pour un garçon de montrer qu'il ne va pas bien, sans fragiliser son image, eh bien, c'est de casser, d'agresser. Moi, personnellement, quand je me promène dans la rue, je ne me sens pas agressé par l'abribus. Bon, un jeune qui se promène dans la rue, qui se sent agressé par l'abribus, au point de devoir le détruire, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la tête. Mais en cassant l'abribus, il montre à tout le monde qu'il ne va pas bien, mais sans fragiliser son image. Parce que s'il se mettait à pleurer, parfois c'est vraiment des histoires à pleurer, ces histoires de casseurs, s'il se mettait à pleurer, aussitôt, il serait taxé de l'âge et il n'aurait plus sa place dans la bande des garçons. Donc ça, c'est la violence qui va me servir à exprimer mal. Deuxième type de violence, la violence mode d'affirmation de soi. J'existe, vous êtes obligé de tenir compte de moi. Et je veux dire, ça marche. Moi, je vois en France, j'ai beaucoup travaillé auprès du ministre de la Ville sur la question des émeutes urbaines, mais très souvent, quand on discute avec les jeunes, ils disent de toute façon, quand on n'est pas violent, on ne s'intéresse pas à nous, il ne se passe rien, et puis c'est simplement quand on devient violent qu'on fait des émeutes, alors là, qu'on s'intéresse à nous et puis qu'on prend des mesures pour nous. Voilà. Donc, ils utilisent cette violence pour attirer l'attention. J'existe, vous êtes obligé de tenir compte de moi. Et c'est une violence que le jeune va avoir tendance à utiliser lorsqu'il a une assez mauvaise image de lui-même. Toutes les études, en particulier les travaux d'amis canadiens, ont montré qu'on pouvait établir une corrélation souvent entre le niveau de violence d'un enfant, d'un adolescent, et puis sa mauvaise estime de soi. Lorsque j'arrive à penser dans ma tête que la seule manière de me prouver que j'existe, c'est d'écraser l'autre, c'est que quelque part je suis un peu à l'appel pour me faire reconnaître par mes talents et mes compétences. D'ailleurs, on s'aperçoit en France que la quasi-totalité des faits de violence à l'école sont les faits de jeunes qui ne réussissent pas à l'école. Le jeune qui réussit à l'école, il va être gratifié par ses bonnes notes, par les appréciations des professeurs, il n'a pas besoin de recourir à la violence pour se prouver qu'il existe. Or qu'effectivement, un jeune qui se sent nul, lui, parfois, la seule manière de prouver qu'il a de la valeur, c'est de dire, bah oui, tu te moques de moi parce que je suis nul, mais moi, je suis plus costaud que toi, j'existe. Donc, et on voit, alors je l'ai vu ce matin en écoutant les collégiens, combien il liait parfois la violence à l'affirmation de soi. Si je veux exister, si je veux être reconnu par les copains, il ne faut pas que je me fasse savoir, il faut... Ceci peut jouer aussi dans la relation à l'adulte. Vous savez que la relation un parent adolescent est une relation parfois un peu difficile. On parle d'une crise de l'adolescence, mais en fait c'est une crise de la relation parent-adolescent. Parce que là, je m'appuie sur les travaux du professeur Jamet, qui était un éminent pédopsychiatre de la faculté de Paris. Et il dit la relation de l'adolescent à l'adulte, elle est éminemment paradoxale. C'est qu'à la fois il a besoin d'adulte, il sait bien que sans lui il ne peut pas être encore autonome dans la société, et puis cet adulte dont il a besoin, quelque part il le sent un peu comme menaçant par rapport à son désir d'autonomie. Il n'a plus envie d'être dans le oui papa, oui maman, oui monsieur le directeur, tout ça, ça lui rappelle la petite enfance, et il dit attends, je deviens grand, il faut que je sorte de ce... Donc il est
il est dans cette tension hein, où à la fois il a besoin de l'adulte, puis à la fois il faut que je me protège de l'adulte, parce que j'ai plus envie d'être celui qui est tout le temps dans le oui papa, oui maman, oui monsieur le directeur, oui madame la maîtresse, tout ça. Alors, dans 6 cas sur 7, ça joue plutôt bien. L'ado, une parole de trop, un claquement de porte, hein, la plupart de nos ados vont assez bien, mais dans 1 cas sur 7, enfin c'est 6 en France, ben, ça joue assez mal. Hein. Et alors, l'ado a tendance à bien provoquer l'adulte, hein, parce que quand il provoque l'adulte, à la fois il montre qu'il a besoin de lui, hein, il faut toujours provoquer les adultes qui comptent dans sa tête. Hein. Puis à la fois, eh ben, par sa violence, il se protège. Hein, il se protège. Et voilà, hein, l'adulte va être obligé de me prendre. Enfin, troisième type de violence, c'est la violence mode d'action. Là, l'enfant, l'adolescent utilise la violence dans une stratégie d'action qui va lui permettre d'obtenir des choses, un raquette ou bien du pouvoir lequel il a. Et là, il faudrait dire un mot sur tout ce déversement d'images violentes que nos enfants contemplent parfois à la télévision, dans leurs jeux vidéo, dans les films qu'ils regardent, sur Internet. Hein, parce que les études le montrent, il y a quand même un impact de toutes ces images hein, sur les comportements. Car dans combien de scénarios, le héros obtient l'objet à conquérir par la violence. Mais le drame de la télévision, de tous ces films violents, de ces jeux vidéo, c'est pas tant la violence qu'une violence sans souffrance. C'est-à-dire que dans le virtuel, la violence n'est pas associée à la souffrance. Le héros se fait tabasser, il repart le lendemain se venger, on va tuer des gens, on ne voit ni la souffrance des victimes, ni la souffrance de l'entourage de la victime. Alors que dans le monde réel, hein, la souffrance est véritablement présente. Hein. Si nous voulons combattre la violence, c'est parce qu'elle est cause de souffrance. Et le drame, pour certains enfants qui deviennent, ce que l'on dit, addicts hein, à ces jeux vidéo, à ces images violentes, hein, c'est qu'ensuite ils vont nous plaquer sur le réel ce qu'ils ont vu dans le virtuel. Mais comme je viens de dire, la grande différence, c'est qu'il n'y a pas de souffrance dans le virtuel. On le voit aussi dans l'usage qu'ils font de leur téléphone portable, où ils sont capables d'envoyer des messages. Des fois, on se dit, ils seraient face à face, ils seraient dans l'incapacité de dire, parce qu'ils se rendraient compte de la souffrance que l'interlocuteur vivrait en recevant un tel message. Mais quand on est face à son écran, on ne voit pas l'interlocuteur. Et moi, je rencontre des adolescents qui sont parfois capables d'envoyer des messages, mais d'une méchanceté, mais inouïe. Des messages qui sont vraiment des messages d'humiliation, qui ne diraient jamais s'ils avaient la personne en face d'elle. C'est pas forcément des mauvais mots. Mais le fait que l'autre n'existe plus dans le réel, alors on est dans le virtuel, et on va balancer des messages, des paroles qui sont vraiment complètement inacceptables. Donc, combien là, il est important de prendre conscience, hein, parce que tous ces outils se développent, hein, et je vais dire aux parents, combien lorsque on offre un téléphone portable à un de ses enfants, à un de ses adolescents, combien il est important de lui offrir aussi des codes pour pouvoir l'utiliser correctement. J'ai parfois un peu l'impression que des parents donnent portable à des enfants, puis après ils se débrouillent. C'est comme si on donne une voiture, en disant, bah oui, il connaît bien le fonctionnement de la voiture, il n'y a pas de souci, parfois même il peut le connaître mieux, mais on ne donne pas d'éléments au niveau du code de la route. C'est une catastrophe. Imaginez que vous avez une voiture, vous ne donnez pas d'éléments au niveau du code de la route. Le code de la route, c'est de dire, attends, tu as ta voiture, mais il faut que tu respectes le conducteur qui a la voiture en face. Et combien, je crois, parce que des parents finalement ne connaissent pas trop bien le fonctionnement de tous ces outils. Nos enfants manient souvent beaucoup mieux que nous, mais ce n'est pas parce que nos enfants manient mieux que nous l'outil que nous, adultes, nous n'avons pas à leur transmettre des codes. Moi, chaque fois que je vois un ado que j'accompagne en train de pianoter sur sa messagerie ou sur Facebook, toujours je lui dis, attends, tu es sûr que ce que tu écris, tu es capable demain de le crier dans le lycée? Ah ben non, je ne voudrais pas qu'un tel il sache. Ah, j'ai dit, attends, si tu ne veux pas qu'un tel il sache, peut-être qu'il ne faut pas l'écrire. Parce que ça va être le même résultat.
Parce que c'est complètement piégeant, vous savez, l'écran. Des fois, on a des ados qui pensent qu'ils pianotent, c'est comme s'ils pianotaient leur carnet intime qu'ils partageraient avec 2 ou 3. Mais non, la diffusion est immédiate. Immédiate. On a vu des effets, si vous suivez un petit peu le football français, pour notre Serge Aurier, des grands joueurs du PSG, faire complètement avoir. J'imagine que lorsqu'il est en train comme ça de dialoguer avec ses messages, il ne pensait pas que son entraîneur serait au courant de ce qu'il tapotait. Mais si, tout le monde est au courant. La presse, les journalistes, tout le monde. Et ça a généré des conséquences catastrophiques pour lui. Et je dirais tout ça parce que il me semble que même ces grands joueurs, qui sont souvent issus des cités, voilà, ils manient des outils, mais on n'aura pas enseigné l'école. Alors je viens maintenant au deuxième volet, comment prévenir cette violence, comment éduquer de manière non violente. Face à la violence mode d'expression, je dirais que la meilleure prévention, c'est l'écoute. L'écoute. Je crois que c'est essentiel. J'ai envie de dire, j'accompagne des familles où parfois l'adolescent pose de graves problèmes de comportement. Je dis, mais tant que vous êtes à l'écoute, voilà, il y a moyen d'avancer. Ce qui est important, c'est de continuer le dialogue. Et de permettre à l'enfant, à l'adolescent, de pouvoir exprimer son mal-être, ses problèmes qu'il évite. J'aime dire que parfois la tête, ça fonctionne un peu comme une marmite, et si le couvercle est mis sur la marmite, c'est-à-dire que le jeune n'a absolument aucune soupape, ne peut pas parler, eh bien de temps en temps ça explose. Donc si on veut éviter ces explosions de violence, combien il faut être attentif à savoir écouter, et puis essayer de trouver des moyens pour qu'il puisse s'exprimer. Alors, pas forcément par les mots pour certains. Jean Bosco de dire que chaque fois qu'on permet à un enfant, un adolescent de mettre des mots, de mettre des sons, de mettre des couleurs, de mettre des gestes sur ce qu'il ressent, on fait reculer la violence. Donc ça va être un point de vigilance. Quand l'enfant va mal, se dire à qui il peut parler de son mal-être. Parce que s'il n'a personne à qui parler de son mal-être, alors effectivement, la tension intérieure peut très vite se transformer en violence. Face aux violences, mode d'affirmation de soi, il va être important d'apprendre à valoriser le jeune. Une de mes missions principales d'éducateur, c'est de travailler sur l'estime de soi de chacun de ces jeunes que j'accompagne. Alors qu'est-ce que ça signifie, valoriser le jeune? Bien sûr, il ne s'agit pas de bénir tous les comportements de transgression, les actes de violence, mais il s'agit, pour moi c'est essentiel, de ne jamais réduire son enfant, son adolescent, à ses comportements ou ses performances de l'aujourd'hui. Je m'explique. S'il est un adjectif que j'utilise jamais dans mon vocabulaire d'éducateur, c'est l'adjectif délinquant pour qualifier un jeune. Et pourtant, Dieu sait si bon nombre de jeunes du Val-de-Caux commettent moult délits. Mais c'est quoi un délinquant? Si je prends la définition du dictionnaire, un jeune est délinquant parce qu'il a commis un délit. Le drame, c'est que dans la tête des gens, cela devient très vite, un jeune commet un délit parce qu'il est délinquant. C'est terrible les effets pervers de cette inversion de causalité. On va faire des délinquants une sorte de groupe de jeunes dont la caractéristique est de produire du délit. J'aime dire qu'il y a-t-il de commun entre l'adolescent de 16 ans qui s'utilise la carte bleue de sa voisine et l'adolescent de 16 ans qui va agresser sexuellement une gamine de 4 ans. Je ne vois mais aucun trait de personnalité commun. Aucun. Bien sûr, ils sont tous les deux délinquants au sens de la loi et répondront de leurs actes au tribunal pour enfants. Et toute ma posture d'éducateur fidèle à Don Bosco consiste à dire aux jeunes, tu as commis un délit, ça c'est la réalité, mais pour moi tu n'es pas délinquant. Alors pourquoi je me mets en colère après toi? Alors pourquoi je te sanctionne? Oui, tu serais délinquant, c'est normal que tu commettes des délits. Mais c'est bien que pour moi tu n'es pas délinquant, qui fait qu'il ne faut pas supporter ton délit. C'est que lorsqu'on reprend un jeune, c'est toujours de reprendre de manière ferme sur son comportement, mais en ne cessant pas de valoriser sa personne. J'aime dire, vous savez que l'art d'exercer une fonction d'autorité, c'est la capacité de faire passer comme message « je te dis non parce que je t'aime ». Je n'aurais rien à cirer de toi. Je n'aurais rien à cirer de ton avenir. Je
te laisserai faire n'importe quoi. C'est parce que tu as du prix à mes yeux, parce que ton avenir m'intéresse, que je pose cette limite, que je pose ce repère, que je te sanctionne. Excusez ce trait de vulgarité, est complètement différent de dire à un adolescent, t'as fait une connerie, mais t'es con. On ne dit pas la même chose. C'est la même différence entre t'as commis un délit et t'es délinquant. On ne dit pas la même chose. J'aime dire à l'école, c'est la même différence, et j'y reviendrai demain avec les enseignants, entre ta copie est nulle et t'es nul. On ne dit pas du tout la même chose. Les enfants qui souffrent le plus à l'école sont parfois les enfants qui ont eu la malchance de rencontrer des enseignants qui ont confondu le champ de la performance et le champ de la personne. Au lieu de dire ta copie vaut 2, ça c'est une réalité, à l'instant T, au moment du contrôle, en fonction du référentiel de notation, cette copie vaut 2. Mais au lieu de dire ta copie vaut 2, il faut passer comme message tu vaux 2. Alors si le jeune commence à s'identifier à sa note, alors il va commencer à se considérer comme mauvais, il va se considérer comme nul. Et comment sera-t-il capable de progresser? Combien il est important de dire, je t'ai mis 2, et puis je te gronde, je te sanctionne, mais c'est parce que je sais que tu vaux beaucoup mieux que cela. Si je pensais que tu valais pas mieux que cela, je serais filé. Hein. C'est bien, quand je te réprimande, c'est parce que je sais que tu vaux beaucoup mieux que ce que tu m'as montré par ton comportement, ou ce que tu m'as montré par ta copie, que je te réprimande. Et combien il est important que l'enfant entende ce message, que vous le rendez, non pas parce qu'il est nul, mais parce que vous pensez qu'il vaut beaucoup mieux que ce qu'il a produit. Et donc, effectivement, c'est un encouragement à mieux faire. Face à la violence et mode d'action, alors là, je ne connais pas d'autres moyens de la prévenir que de l'interdire. Rien ne doit s'obtenir par la violence. Et pas d'autre moyen de la réguler que de sanctionner. Alors, j'utilise à dessein ce mot de sanction et pas celui de punition. C'est un petit peu différent. C'est quoi la différence? C'est qu'on sanctionne un acte alors qu'on punit une personne. La punition, il y a toujours un peu d'humiliation. La sanction, c'est un outil de responsabilisation. La sanction de bonnes études, c'est la réussite à l'examen. Je suis pas répressif en disant ça. La sanction de transgression, c'est l'obligation de réparer. Cette sanction doit être éducative. Je crois qu'il faut que l'enfant en comprenne le sens pour qu'elle lui soit profitable. Alors, quels sont les critères pour qu'une sanction soit éducative? Je pense qu'il y a un double critère. Il y a ce que je qualifie de critère de pertinence. Il doit toujours exister un lien visible dans la tête de l'enfant entre le contenu de la sanction et l'effet de la transgression. Un enfant qui casse un carreau à l'école. On va dire, écoute, petit bonhomme, il va falloir le réparer. Alors, peut-être c'est pas lui qui va le réparer, parce que s'il a 8 ans, il n'a peut-être pas encore les compétences pour le faire. C'est l'agent d'entretien. Mais pendant que l'agent d'entretien va réparer le carreau, il ne fera pas d'entretien. Alors toi, ce que je vais te demander, c'est d'aller nettoyer la cour pendant 1 heure. Quand je dis critère de pertinence, c'est pas forcément que ça colle tout à fait. Mais c'est une transgression dans le non-respect du matériel, eh bien on a une sanction dans le registre du respect du matériel. Par contre, si l'enfant bavarde, puis je l'envoie balayer la cour, je ne vois vraiment pas le rapport. Au contraire, ça peut contribuer à dévaloriser le travail manuel. Le jour où il rencontre un éboueur, il va se dire, voilà, quelle bêtise ils ont fait ceux-là. Non. Si l'enfant n'a pas fait son travail, on lui a retenu, on lui offre un espace-temps pour qu'il le fasse, ça me paraît pertinent. Mais s'il a travaillé comme un malade, et puis il n'a rien compris, et il a 2, et tous ceux qui ont moins de 5 sont retenus, si on ne profite pas de la retenue pour l'aider, ça n'a pas de sens. La pertinence, c'est de se dire que la sanction, elle doit avoir pour effet de permettre la réparation. Si la loi est bien posée, si l'enfant enfreint la loi, eh bien ça cause des dégâts collatéraux, comme on dit. Eh bien, il faut que la sanction, ça lui permette de contribuer à réparer ces dégâts. Et puis un critère de cohérence, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un lien entre la gravité de la sanction et la gravité de la transgression. Alors je crois que quand on discute ensemble, on est tous d'accord. Mais dans la vie quotidienne, parfois il m'arrive plutôt de voir un lien entre la gravité de la sanction
et la gravité de l'état de colère de celui qui sanctionne, plutôt qu'entre la gravité de la sanction et la gravité de la transgression. Des fois, on est tellement fatigué, on est plus fatigué du travail, on supporte gigantesque, alors qu'on perd des vacances, ça me rappelle une proportion. L'enfant, il va avoir du mal à comprendre. Il va dire pourquoi, alors, si je fais cette bêtise-là à tel moment, ça me vaut une énorme sanction, puis si je fais cette bêtise-là à tel moment, ça me vaut une petite sanction. Donc combien il faut important de prendre un petit peu de distance par rapport à son état de colère. Moi, c'est le conseil que je m'applique, et puis je demande à mes éducateurs d'appliquer, c'est de toujours différer le moment où on rappelle la règle, qui peut se faire avec colère, que l'enfant se rende compte qu'il a commis un écart, du moment où on énonce la sanction, là, qui va pouvoir se faire avec douceur. Moi, quand un écart est commis au Val de Caux, je suis capable de piquer une colère théâtrale, en disant, mais c'est absolument pas possible d'avoir effectué une chose pareille, et je désigne colère, le jeune responsable, en disant, et toi, dans une demi-heure, je te verrai dans mon bureau. Lorsque je reçois le jeune dans mon bureau, je le reçois de manière très calme. Je ne pense pas que je le sanctionne à cause de ma colère. Je vais le sanctionner de manière à ce qu'il puisse réparer la bêtise qu'il a fait et qu'il puisse reprendre sa place dans le groupe. C'est ça. La sanction éducative doit être cette sanction qui permet à la fois de réparer, à la fois de reprendre sa place. Et combien, si on veut éduquer nos enfants à la non-violence, combien il faut essayer de s'éviter soi-même d'être violent. Parce que si le but c'est de faire comprendre à l'enfant qu'il ne doit pas être violent, si moi j'utilise un moyen violent pour lui faire comprendre, dans sa tête ça va devenir un petit peu incohérent. Alors je reviens au troisième volet de la réflexion sur cette indispensable cohérence entre la famille et puis l'école. Autour du thème de la sanction éducative. Combien je crois qu'il est important que tous nous soyons d'accord que lorsqu'on sanctionne l'enfant, c'est pour lui permettre de prendre conscience de l'écart qu'il a commis, lui permettre de le réparer et lui permettre de reprendre sa place. Je crois que c'est ça, sanctionner. Faire prendre conscience à l'enfant de l'écart qu'il a commis, lui permettre d'être associé à la réparation et puis lui permettre de reprendre sa place. Combien cette ligne d'action doit être partagée entre l'école, l'équipe enseignante, et puis les parents. Et combien, j'ai envie de dire que l'enfant a besoin de cette cohérence. Il a besoin d'abord de la cohérence personnelle, à la fois des enseignants et des parents. Et vous savez que cette cohérence, c'est une cohérence entre le dire et le faire. Le fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, ça ne marche plus en éducation. Et je crois que être éducateur, c'est d'abord veiller à cette cohérence personnelle. Il faut que l'enfant voit bien que ce que je lui dis, ce que je lui dis de faire, c'est aussi ce que je m'oblige moi-même à faire. Sinon, ça devient complètement incohérent. J'aime dire, un enseignant qui reprend vertement un enfant parce qu'il a eu 5 minutes de retard et qui ne s'excuse pas quand lui a 5 minutes de retard, c'est un enseignant qui n'est pas cohérent. Si faire comprendre à l'enfant qu'être à l'heure c'est important, eh bien, il faut à la fois que l'enseignant soit capable de réprimander l'enfant qui est en retard, mais il faut aussi qu'il soit capable de s'excuser parce que lui est en retard. C'est ce que je veux dire. Ça paraît très important aujourd'hui, parce que les enfants sont très attentifs à cette cohérence. Ils vont accorder de l'importance à la parole de l'adulte s'ils sentent qu'il est cohérent. Alors, être cohérent, c'est pas forcément être exemplaire. C'est pour ça que je prends ce mot. Parce que je dois avoir l'humilité de reconnaître que moi aussi, parfois quand je suis fatigué, il peut m'arriver peut-être d'avoir une parole, une attitude qui ne sont pas tout à fait en conformité avec les principes de la pédagogie de Don Bosco, dont je me fais le champ. Mais à ce moment-là, il s'agit de s'excuser. Parce que des fois, on croit que reconnaître son erreur, c'est s'aborder son autorité. Moi, je crois que c'est pas vrai. L'enfant, il voit l'erreur. Si on ne la reconnaît pas, on s'aborde sa crédibilité. Et cette crédibilité, c'est elle qui est source d'autorité. Peut-être pas se tromper tous les jours, mais l'enfant est tout à fait capable d'accepter que l'adulte puisse à un moment ou un autre se tromper. C'est même rassurant pour lui, parce qu'il ne serait entouré que d'adultes parfaits, il se dirait jamais j'arriverai à devenir adulte. Lui connaît ses failles et ses limites, s'il est entouré que des adultes parfaits, il dirait jamais j'arriverai à devenir. Donc quelque part, que de temps en temps, il se rend compte qu'un adulte ça peut aussi se tromper,
faut se tromper, c'est plutôt quelque part rassurant. Mais être cohérent, dire, c'est non pas être exemplaire, parce que s'il fallait que les enfants attendent que tous les adultes soient exemplaires avant qu'ils ne commencent leur mission éducative, je crains qu'ils attendent longtemps. Mais c'est que lorsque je commets une erreur, c'est la capacité de faire passer ce message que, attends, effectivement, mon frère n'a pas tout à fait été à l'auteur de mon dire, parce que là j'étais énervé, parce que là j'étais fatigué, je suis revenu, bon. Mais sache quand même que le dire que je te dis, c'est aussi celui que je m'applique. C'est ça qui est important. Le dire que je te dis, c'est aussi que je m'applique. Mais parfois, moi aussi, il m'arrive, parce que on est tous des hommes, des femmes, avec toutes les limites. Donc cette cohérence d'abord personnelle. Après, c'est cette cohérence au sein de la famille, c'est la cohérence entre le couple, le papa, la maman. Bien sûr, on va réagir différemment. On réagit différemment quand on est papa ou quand on est maman. Et c'est important pour l'enfant. Mais ce qui est important, c'est que ça reste cohérent. Qu'il n'y ait pas quelque chose que l'un approuve et que l'autre désapprouve. Qu'on réagisse différemment, parfois d'un côté avec plus de tendresse, d'un côté avec plus de fermeté. Mais on peut être cohérent en réagissant différemment. Être cohérent, c'est pas forcément la même réaction. Mais c'est veiller qu'il n'y ait pas de contradiction. Vous savez, moi je vois en France, les enfants qui souffrent le plus du divorce sont parfois des enfants où les parents qui divorcent, incapables de gérer le conflit en adulte, se saisissent de l'enfant un peu comme objet dans le conflit, et puis mettent l'enfant dans la position de devoir dire du mal de la mère s'il veut être aimé du père, et dire du mal du père s'il veut être aimé de la mère. Alors que le rêve de l'enfant, ce serait que son père et sa mère continuent de s'aimer. Je veux dire que quand on est adulte, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de mettre l'enfant dans cette position-là, où pour faire plaisir à quelqu'un qu'il aime, il doit faire des plaisirs à quelqu'un qu'il aime. Donc ça oblige d'être cohérent. Au sein de l'école, ça oblige d'être cohérent en équipe. Surtout, je parle du collège. Il y a effectivement différents profs qui vont passer devant le jeune, et le jeune, lui, voit tous les profs. Si effectivement, alors pour un prof, c'est dramatique de poser ce geste, et puis pour l'autre, c'est complètement anodin, il ne va pas s'y retrouver. Et puis, troisième cohérence, c'est la cohérence entre la famille et l'école. La famille et l'école. Là encore, bien sûr, on va réagir différemment quand on est à l'école, quand on est dans la famille. Mais combien il est important que ça reste cohérent. J'aime dire qu'un parent qui critique un enseignant, ou un enseignant qui critique un parent, il contribue à l'affaissement de l'autorité de l'adulte. Alors un jour, peut-être certains en profiteront, mais parce que l'enfant va se dire, est-ce que je peux encore faire confiance à l'adulte si effectivement... Alors, combien cette cohérence nécessite parfois de dialoguer. Parce que vous connaissez votre enfant dans le contexte de la famille. L'enseignant le connaît dans le contexte du groupe classe. Mais sachez qu'un enfant, enfin moi je l'ai souvent vu, peut avoir un comportement très différent lorsqu'il est à la maison, lorsqu'il est à l'école. Parce que des fois, je vois des dialogues qui s'effectuent mal entre les parents et les enseignants. Les parents disent aux autres, vous n'avez pas le droit de dire ça de mon fils, je le connais mon fils quand même. Bien sûr, vous êtes ceux qui le connaissent le mieux. Mais vous le connaissez dans l'univers familial. Sachez que je connais des enfants qui peuvent être charmants dans l'univers familial et être détestables à l'école. Puis parfois il y a l'inverse. Il y a des fois des adolescents qui deviennent détestables en famille parce qu'il y a toute cette rivalité et puis qui restent charmants à l'école. Et combien c'est important, non pas de se critiquer, mais d'apprendre de l'autre comment se comporte l'enfant dans notre lieu. Je crois que les enseignants ont beaucoup à apprendre sur les élèves qu'ils ont, en sachant comment ils se comportent chez vous. Et je crois que vous aussi, par contre, vous avez beaucoup à apprendre en écoutant les enseignants, vous dire comment ils se comportent à l'école. Et il va s'agir de dialoguer. Mais ce qui me paraît très important, c'est de ne jamais remettre en cause une sanction qui a été prise par quelqu'un dans l'autre champ. Parce que des fois, je vois des parents sur le carré de correspondance, c'est complètement injuste, mon enfant ne fera pas sa sanction, on signe et on envoie le carnet. J'aime dire des fois à ses parents, est-ce que vous accepteriez, j'imagine qu'un jour vous donnez à votre fille l'autorisation de sortir jusqu'à 22h, et puis elle rentre à minuit. Alors bien sûr, vous la sanctionnez, et vous allez la priver de sortie, mettons, pendant un mois. Vous accepteriez pas que l'enseignant dise, c'est pas possible que des parents comme ça, on est en 2016, et puis ils t'interdisent. Vous accepteriez pas, vous avez pris une sanction qui est dans le champ de la famille. Si tu as un comportement que l'enfant a eu dans la famille, il est hors de question
qu'un enseignant se permette de faire un commentaire sur la sanction que vous avez prise. Je crois que ça doit jouer aussi en sens inverse. Un enseignant prend une sanction vis-à-vis de votre enfant dans le champ de la classe. Hein, bon. Bien sûr, vous allez avoir le ressenti de l'enfant, il semble peut-être important d'aller discuter avec l'enseignant. Si vous dites, attendez, mon enfant, il a vraiment considéré ça comme injuste. Mais vous ne pouvez pas, vous, remettre en cause la sanction qui a été prise par un autre. Vous pouvez, à la limite, dialoguer pour qu'il puisse revoir un peu la sanction, parce que je crois qu'on s'enrichit par le dialogue. Hein. Mais j'ai envie de dire, combien ça me paraît important pour l'enfant. Moi, je vois que, vous le disiez dans le début de ma conférence, les enfants qui vont moins bien, ce sont les enfants qui souffrent de cette incohérence. Parce qu'après, on ne sait plus trop. Pour faire plaisir aux parents, il faut faire des plaisirs aux enseignants. Pour faire plaisir aux enseignants, il faut faire des plaisirs aux parents. C'est plus possible. Et je crois que c'est vraiment notre responsabilité d'adulte, que de veiller à cette cohérence. Et combien, c'est un axe de travail qui est fort développé aujourd'hui en France, combien le dialogue famille-école, combien il est important qu'il fonctionne bien pour que l'enfant puisse s'y retrouver, puisse construire ses repères, et puisse effectivement être capable ensuite de développer des attitudes qui soient non violentes. Donc, il est temps de conclure, j'ai parlé 1 heure, mais ça me semble suffisant. Je conclurai juste par une image. Souvent, on représente Don Bosco comme l'adolescent sur son fil. Vous prenez une BD, vous allez sur Internet, vous regardez Don Bosco, l'adolescent sur son fil. Alors, ça évoque une page de son histoire où, lorsqu'il était adolescent, il avait développé les arts au cirque, il était capable comme ça d'attirer les enfants des villages qui s'ennuyaient et faisaient beaucoup de bêtises le dimanche. Et puis, tous les enfants du village le regardaient faire le mariole, et puis ils passaient du bon temps ensemble. Mais, puisque Don Bosco est reconnu comme éducateur, il y a aussi une dimension un peu symbolique. C'est-à-dire que l'art d'éduquer, c'est un peu l'art du funambule. Il faut toujours tenir ensemble la pertinence pour parfois nuire la cohérence. Parce que si la sanction est tellement adaptée à la situation particulière, que l'enfant ne verra plus une échelle de sanction en fonction d'une échelle de transgression. Mais trop de cohérence peut nuire à la pertinence. Si on est tellement attentif à simplement l'échelle de sanction, alors on va pouvoir être un petit peu un distributeur automatique de sanctions, et puis ça perdra de sa pertinence. Je veux dire que c'est ça la difficulté de la fonction de parent, du métier d'enseignant, comportement, mais on est toujours au souci de valoriser la personne du jeune. Et ça, il faut le tenir ensemble. Je crois que cette image de Jean Bosco, elle résume de la meilleure manière le message qu'il a essayé de nous faire passer. C'est toujours de savoir conjuguer l'amour et la loi, savoir conjuguer la douceur et la fermeté. Et c'est en conjuguant tout cela qu'on va pouvoir avancer avec l'enfant et puis éviter la dérive violente. Parce que très souvent, n'oublions pas que la violence, c'est toujours le symptôme de quelque chose qui ne va pas bien dans la tête de l'enfant, qui ne va pas bien dans ses relations, qui ne va pas bien dans son rapport à la loi. Et que c'est en travaillant à la fois l'écoute de l'enfant, à la fois la capacité d'être respecté dans la relation, et à la fois la capacité d'avoir un bon rapport à la loi, c'est ce qui va permettre à l'enfant de pouvoir éviter ces dérives violentes qui sont la source de tant de souffrance. Merci beaucoup de votre attention. Nous vous remercions infiniment pour cet apport théorique si enrichissant. On passe maintenant à l'étape questions-réponses. Si vous avez des questions, des intervenants, vous pouvez les poser. À qui je demande la parole? N'hésitez pas, s'il vous plaît. La plus difficile, c'est toujours la première question. Après, souvent ça. Alors, qu'est-ce qui va oser? Oui. Là, deux premières questions. Bonsoir. J'ai assisté ce matin à votre présentation auprès des collégiens. J'ai assisté aussi cet après-midi. C'est intense, c'est un moment très très fort pour moi. Je crois que ça l'est pour l'ensemble de l'assistance. Et aujourd'hui. Et en fait, c'est pas pour ce soir. Alors, ma question, s'il vous plaît, concerne l'enfant victime de violence. Parce qu'il y a des enfants qui sont victimes de violence à répétition et pendant de longues années.
Alors, comment procéder et comment gérer la relation avec ces enfants? Parce que on a beau aller vers certaines organisations, c'est-à-dire les organisations avec lesquelles ils sont en contact, mais le problème de la violence ne s'arrange pas, et donc ces enfants sont toujours victimes de violence. Je vous remercie. De réparer la blessure en termes d'estime de soi. C'est-à-dire que la violence, c'est pas tant la douleur du coup reçu qui est le plus difficile. C'est un peu la perception que je ne sais pas me défendre. Ça c'est, je ne sais pas me défendre. Je suis nul, je me sens déprimant. Donc je crois que la première chose, c'est vraiment travailler avec l'enfant qui ne se sent pas et de se dire attends, c'est pas l'autre qui va abîmer et remanifester la confiance qu'on a en lui, voilà, qui est quelqu'un, que parfois c'était peut-être la bonne stratégie. Moi je me souviens comme ça, un enfant qui s'était fait racketter son magnifique vélo donc, que lui avait offert son père. Bon, c'était un drame, enfin je veux dire. Bon. Et c'était pas tant le vol du vélo, puis se dire mais comment je vais dire à mon père que le cadeau qu'il m'a fait il est parti, etc. Bon. Combien moi j'ai travaillé en disant, tu sais, moi je crois quand même que tu as eu la bonne stratégie, parce qu'il avait été paralysé. Je dis regarde, tu es en bonne santé, ce que ton père préfère c'est quand même que tu sois en bonne santé. Le vélo à côté, moi je préfère te voir toi en bonne santé sans ton vélo que toi abîmé avec ton vélo. Bon. C'est-à-dire de s'assurer de se dire que dans la conduite, bon, il n'a pas su essayer de toujours trouver ce qui peut être positif. Après, la question, c'est comment ensuite aider l'enfant ensuite, à être capable de manifester son agressivité. Moi, je distingue l'agressivité et la violence. L'agressivité, c'est ce qui me permet de montrer à l'autre qui s'approche près de moi, que j'existe et qui me met en danger. La violence, c'est quand je vais pénétrer de force dans l'espace d'intimité de l'autre. Et que l'important, c'est d'apprendre à l'enfant à gérer son agressivité, de manière à ce qu'elle ne se transforme pas en violence. Mais il est aussi important, moi, c'est le travail que je mène auprès de beaucoup d'enfants victimes, de les aider à s'autoriser à manifester leur agressivité. Parce que parfois, on a un style d'enfant qui ne s'autorise pas à manifester son agressivité. Alors, il devient une cible potentielle. C'est une cible potentielle. Et des fois même, ça peut énerver l'agresseur, qui de temps en temps dit, mais s'il n'y a rien, on en rajoute. Donc il y a tout ce travail au niveau de l'enfant. Ça peut être aussi parfois par les arts martiaux, ou par les paroles, mais c'est comment aider l'enfant à s'autoriser à manifester son agressivité. Que son estime de soi soit pas atteinte, s'autoriser à manifester son agressivité. Et puis après, bien sûr, il faut aussi travailler que l'agresseur puisse être sanctionné, etc., et qu'il soit bien positionné comme victime et pas comme responsable. Parce que, enfin, quand je dis, c'est moi, c'est parce que je ne sais pas gérer mon agressivité, c'est bien l'autre qui porte les coups. Il s'agit pas. Mais en tout cas, ils ont bien conscience que, j'en discutais ce matin avec les collégiens, quand on parlait du racket, c'est que très souvent, une fois la victime se tait, alors, la première raison, c'est parce qu'elle a peur, certes. Mais il y a une deuxième raison, c'est qu'elle a honte. Et de se dire, d'être porteur d'un message fort, c'est qu'il ne doit pas y avoir de honte à être victime. Si honte il doit y avoir, c'est du côté de l'agresseur. Sans prendre à quelqu'un qui est plus faible et tout ça, si la honte, elle doit être... Donc, bien faire comprendre à l'enfant que cette honte, il doit vraiment lutter contre ce sentiment, parce que c'est pas la victime qui doit être habitée par la honte. Mais je vois des fois dans le cas, vous savez, d'abus sexuels, beaucoup, enfin, dans les études qui sont faites en France, la grande majeure partie des abus sexuels sont le fait de gens qui sont connus du jeune, soit d'environnement familial, ou d'environnement des proches. Bon. Donc on ne peut pas dire que c'est la peur, c'est pas la peur qui est la première source du silence. Très souvent c'est la honte, je me suis laissé faire, j'aurais pas dû, ça aurait été mon frère aîné, ça aurait été mon cousin, il ne serait pas laissé faire. Bon. Et combien, ce qui est terrible quand on est victime, c'est que se surajoute souvent le poids de la honte. Déjà, le poids de la souffrance et la violence, et puis le poids de la honte. Alors, je veux dire que le poids de la souffrance, là, on ne peut pas trop l'enlever, il faut soigner les bleus avec les pommades, etc. Bon, mais ça, à la limite, ça peut se faire assez vite. Mais veut dire que ce qu'il faut travailler, c'est que le poids de la honte n'écrase pas. Et bien dire que, attends, la honte, c'est pas toi qui dois la porter, c'est l'agresseur. C'est l'agresseur qui s'en est pris à toi. Là, si honte il doit y avoir, c'est vraiment du côté de l'agresseur, c'est pas de ton côté. Donc voilà.
c'est un petit peu les deux conseils que je donnerais, mais c'est pas facile. En tout cas, il faut être très attentif, enfin, je veux dire, pour que l'enfant ne se remplit pas, que l'enfant ne perde pas confiance en lui-même. Mais travailler à... Enfin, moi je vois au niveau des enfants vraiment victimes, enfin qui sont un peu tête de turc, etc. C'est travailler à manifester son agressivité, pour qu'ils essaient de comprendre, parce que c'est quand même une question qui se pose, c'est pourquoi c'est à moi que ça tombe sur moi. Donc il y a des raisons. Et il ne faut pas que les raisons culpabilisent, mais il faut que les raisons lui permettent de sortir de cette situation. Alors, je crois qu'il y avait une question là-bas. Je voudrais juste revenir sur un petit point, mais qui me semble de très grande importance. Il s'agit tout simplement de cette confiance qu'on a droit à l'enfant, on a le droit. Et je ne suis pas sûre qu'on fasse vraiment, nous, adultes, suffisamment confiance aux enfants. Ils ont, notamment en ce qui concerne les notes. Je fais confiance à un enfant parce qu'il donne le mieux de lui-même. Il fait un maximum. Mais s'il n'a pas le 9 sur 10, il est de toute façon sanctionné. Alors, être heureux à l'école, être en confiance à l'école, mais que ça ne soit pas avec une exigence telle, parce qu'on demande aux enfants, avec des horaires qui sont énormes, qui sont 5 heures par jour, 6 heures par jour, des efforts considérables le soir. Et je voudrais aussi, pour cette cohérence dont on parle, qui est si importante, et cette pertinence, on ne fasse pas primer les enfants. Ils ont en plus d'être à l'école des cours particuliers. Alors, quelque part, construire sa personnalité, est-ce qu'on ne le fragilise pas en même temps sur l'effort qu'on lui donne. Demandons-lui de l'effort, mais juste ce qu'il peut nous donner. Ou ce qu'il peut s'offrir à lui-même. Voilà. Progression d'enfant. Plutôt qu'à la performance. Être capable de féliciter un enfant qui a 5 parce qu'il a besoin. Être capable de booster un enfant qui a une minute en disant en ce moment tu peux vraiment t'es en roue. Mais toujours se dire que, il me semble que ensuite la sanction au sens positif du terme, la récompense ou l'alerte, c'est toujours voir comment l'enfant progresse. Et il progresse forcément. Voilà. Donc c'est à nous de souligner, des fois ça ne se voit pas bien, nous devons faire prendre conscience. On travaille beaucoup actuellement en France sur la question du décrochage scolaire. C'est les gamins qui décrochent de l'école. Et ils sont de plus en plus nombreux. Mais souvent, j'aime dire qu'un gamin, je vais prendre en 3e année de collège, on sait forcément plus qu'un gamin en 1re année de collège. Il a écouté pendant 2 ans les enseignants, il n'a peut-être pas tout compris, tout travaillé, et dire, mais comment il se rend compte? Des fois, avec un système de notation, il avait 5 sur 20 en 1re année, il a toujours 5 sur 20 en 3e année. Le gamin, il dit, mais je suis aussi nul. C'est aussi nul. Parce que personne ne lui dit que ce sont 5 sur 20 en 3e année, ça vaut un 18 en 1re année. Ça, on ne sait pas lui dire. Et combien on a besoin? Alors, je vois en France des enfants qui ils traversent le collège avec 5 de moyenne, et arrivés donc en 3e année, ils disent, ce sont l'école salariée, je suis aussi nul. Parce que tout le monde est attentif à cette note par rapport à un niveau. Alors, comme on fait élever le niveau, à chaque fois, on peut avoir 5 de moyenne tout au long. Et l'enfant n'a plus conscience de sa progression. Et je crois que vous, parents, l'important, c'est toujours de faire prendre conscience à l'enfant comment il progresse. Parce que c'est ainsi qu'il augmente son capital de confiance en lui-même. Que votre premier rôle de parent, c'est toujours de l'aider à mémoriser ses réussites. Le premier rôle de parent, c'est faire la fête lorsque l'enfant fait ses premiers pas, lorsqu'il saute pour la première fois dans la piscine, lorsqu'on enlève les roues stabilisatrices de vélo. Que chaque fois qu'on aide un enfant à mémoriser de la réussite, eh bien, on l'aide à prendre confiance en lui. Prendre confiance en lui. Alors, c'est un moteur de la réussite, la confiance en soi. Et donc Bosco, dans sa pédagogie, c'est l'adulte doit faire confiance, il doit aider l'enfant à prendre confiance. Donc faire confiance, c'est jamais le juger à partir de ses comportements d'aujourd'hui, l'aider à prendre confiance en mémorisant la réussite, et puis en retour, lui permettre de faire confiance, ça c'est en étant crédible. Mais la confiance, pour Jean Bosco, c'est vraiment le mot-clé, et combien on voit effectivement les enfants, s'ils commencent à perdre confiance dans leur capacité à progresser, alors après ils sont de plus en plus en difficulté.
Et combien, moi je dis souvent, je rencontre parfois des enfants qui souffrent de devoir aller chaque matin à l'école avec le cartable trop lourd des ambitions de leurs parents. Et c'est trop lourd pour eux. Et que quand on est parent, on n'est pas là, parents pour que l'enfant réalise des projections qu'on peut faire sur lui. On est là vraiment pour l'aider à réaliser son projet, à l'accompagner à son rythme. Et ça, je crois que c'est un grand message, il nous faut en savoir, parce que trop d'enfants, effectivement, comme vous dites, peuvent être un peu brisés par une pression trop grande, par les attentes. Et après, ce qui est terrible, c'est que je vois la souffrance, moi dans mon bureau d'éducateur, des fois la souffrance de l'enfant qui sent qu'il ne pourra pas répondre à l'attente de son père, par exemple. Parce que ça c'est terrible, c'est pas tant la mauvaise note qui le fait souffrir. C'est dire, parce qu'il aime son père et il voudrait, et puis il sent qu'il ne peut pas. Et déjà la déception de la mauvaise note par rapport aux autres se rajoute ensuite la déception de ne pas pouvoir répondre à l'attente de ses parents. Ça, je crois qu'il faut vraiment être vraiment attentif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être exigeant. Et exigeant, c'est vouloir que l'enfant progresse. Et ne pas se satisfaire d'un enfant qui reste au même niveau ou qui régresserait. Donc là, l'exigence, il faut toujours l'apporter parce qu'il y en a besoin. L'enfant de sentir, l'exigence, c'est que je sais qu'il est capable de progresser. Mais il faut effectivement doser l'exigence, de manière à ce que l'enfant soit capable d'y répondre. Merci en tout cas. Alors, il y avait cette dame-là en blanc, oui, et puis après, intelligente, il a des bonnes notes à l'école, mais il a la tête têtue et fait tout le temps sous d'oreille. Je ne sais pas comment faire avec elle. Elle fait tout le temps Sous d'oreille, je dois dire, demander les choses parfois 10 fois, mais va brosser les dents 10 fois pour le faire en fin de compte. C'est Jean-Bosco de sa méthode, dire ce qui est important, c'est que l'enfant comprenne l'intérêt qu'il a pour lui, de suivre la consigne de l'adulte. Et que ce ne soit pas simplement obéir à la consigne de l'adulte. Parce que là, alors voilà, je crois que si vous dites que votre fille est intelligente, c'est comment se dire qu'il ne s'agit pas de se brosser les dents parce que maman demande de se brosser les dents. Il s'agit déjà de la faire réfléchir sur effectivement qu'est-ce que ça peut éviter, comme le fait de se brosser les dents. C'est d'essayer tout. Alors après, il faut du temps, puis il faut futurer. Mais je crois que si votre fille est intelligente, on n'a pas de souci à se faire. Mais ce qui va être important, c'est pas toujours la répétition, on l'a peut-être entendu. C'est comment essayer que cette consigne accroche l'enfant. Et des fois on a du mal à lui faire comprendre pourquoi il va de son intérêt. Parce que le petit enfant, lui, il va faire les choses parce que Dieu lui demande. Mais arrivé à l'âge qui est sien, ce qui est important, c'est qu'il commence à faire des choses parce qu'elle a compris qu'il mérite son intérêt. Et qu'une fois qu'elle a compris, même quand vous ne serez plus là, elle continuera de se brosser les dents, même si vous ne donnez pas. Alors, c'est un peu le passage qui se fait entre ce qu'on dit l'âge de raison, ça puis avant l'âge de raison, c'est sûr, on donne la consigne et puis l'enfant suit la consigne. Après l'âge de raison, combien il est important effectivement que l'enfant commence à découvrir le bien fondé de la consigne. Ce n'est pas simplement je fais des choses parce que maman me demande, mais je fais des choses parce que ce que maman me demande, c'est utile pour moi. Et là, c'est à mon avis le basculement qui se fait à 9, 10, 11, 12 ans, comment il va s'agir, non plus simplement de donner des consignes, mais de vérifier que l'enfant, on comprend le sens. Mais après, sinon, il faut tenir. Des fois, je crois que la persévérance, ça disait Bosco, patience et persévérance, c'est vraiment une qualité d'éducateur. Et de votre présentation si enrichissante, ma question est la suivante. S'il vous plaît, comment résoudre le problème des disputes entre frères et sœurs au sein de la même famille, parce que comme vous savez, à un certain âge, 5, 6, 8 ans, et comment les parents doivent se comporter pour arrêter ce type de violence. Merci. Ne serait-ce que les disputes, c'est normal. Et que, vous savez tous, gérer une fratrie, c'est plus compliqué que gérer un groupe d'amis. Et que, sur le fond des disputes entre frères et sœurs, c'est chacun qui veut se différencier.
Et il faut savoir que vous êtes aussi des parents observés, et que chacun aurait envie d'être le préféré des parents, et voit l'autre comme un rival. Et combien des disputes, parce que des fois, vraiment, tout le prétexte à dispute, le fond de la dispute, c'est est-ce que j'ai autant d'importance que mon frère, ma soeur, en termes de vie de mes parents. Alors, pour les parents, je crois effectivement qu'il faut, surtout les petits conflits d'objets, il faut apprendre à gérer. Ce à quoi il faut être attentif, c'est effectivement de faire passer comme message qu'ils ne sont pas tous aimés pareil, mais qu'ils sont tous aimés autant. Parce que quand des parents me disent, moi j'aime pareil mes enfants, c'est quoi les parents me disent, oh, je ne comprends pas, moi j'ai 5 enfants, je les ai éduqués de la même manière, il y en a 4, ça va très bien, puis après il y a le 5e, il est en pleine dérive. Moi je réponds toujours, on n'éduque jamais pareil ces enfants. On a toujours une relation très singulière avec eux, avec l'aîné, avec le second, avec la fille, avec le garçon. On peut avoir les mêmes principes éducatifs, mais la relation elle est forcément différente. Mais ce qui est important, c'est faire comprendre qu'on aime autant. Qu'on aime autant. Vous savez, c'est le risque parfois de l'enfant qui a été fils unique pendant 3 ans, et puis le petit frère arrive. Alors, tous les grands-parents sont là, ils ont « Ah, dis donc, t'en as de la chance d'avoir un petit frère », puis ils parlent de chance, qui vient à la tête il était tout seul, on s'occupait que de moi, puis il y a l'autre qui arrive, là, et alors là, on a un coup de pied dans l'oreille, qui comprennent que la place, c'est moi qui l'ai, quoi. Bon, mais je veux dire, c'est pas évident, parce que l'autre qui arrive, quelque part, c'est un peu un rival. D'ailleurs, quand on prend le texte sacré de la Bible, le premier meurtre, c'est un fratricide. Le premier meurtre, c'est un fratricide. C'est des frères qui estimaient qu'ils n'étaient pas aimés pareil du père, et qui ont voulu jusqu'à se paix. On peut bien dire que c'est bien inscrit, cette difficulté de rapport frère-sœur. Alors, il y a cet enjeu, de la foi, donc on est issu du même amour, et puis on doit se différencier. Alors, être parent, bien sûr, c'est surtout là. Ce qui peut gérer après, c'est quand il y a vraiment l'un qui manifestement chouchou des parents, alors c'est sûr qu'il va se prendre. On dit que des fois, être le préféré des parents, c'est la position la plus difficile, parce que rapidement, il pourrait devenir victime des 2 autres. Pourquoi c'est lui chouchou? Donc là, ça nécessite, quand on est parent, de bien être attentif, que chacun ait sa place, que chacun accepte d'être différent. C'est différent. Je prends aussi cet exemple, vous savez, au niveau d'un enfant que j'ai suivi, qui était le frère aîné, et le second était handicapé. Et finalement, celui qui allait le plus mal, c'était l'aîné. Et il allait tellement mal qu'à un moment, il arrivait à m'exprimer dans mon bureau, parce qu'il y avait eu un accident, et moi je ne comprenais pas pourquoi. Un gamin qui chaque fois faisait toujours attention en traversant, etc., pour que ce jour-là, s'était fait renverser. Et quand j'expliquais, c'était que pour lui, il pensait qu'en étant à l'hôpital, il pourrait au moins être autant aimé que son frère. Vous savez jusqu'où ça peut aller dans la tête? Ça allait parce que lui, ce qu'il voyait, c'est que ses parents s'occupaient énormément du second, qui avait un handicap, puis que lui, bon. Et les parents, bien sûr, s'occupaient forcément, passaient plus de temps avec le second. Mais combien j'ai dit aux parents, attendez, ce qu'il faut faire passer comme message, c'est que vous aimez autant. C'est-à-dire que le message qu'il faut faire passer, c'est dire que tu vois, pour nous, t'aimer, c'est être présent au moment où tu fais tes lacets. C'est compliqué quand on est gamin de faire ses lacets. Toi, tu as besoin de 3 minutes. Ton frère a besoin de 20 minutes. Donc, je vais être présent aux côtés de ton frère pendant 20 minutes. Toi, auprès de 3 minutes. Mais ça, c'est pour vous aimer autant. Et si ce message-là n'est pas dit, vous voyez, si ce message-là n'est pas dit, des rivalités peuvent se forger. Si l'enfant pense qu'il va être aimé moins parce qu'on s'occupe moins de lui. Donc ça, je crois que c'est la chose à être vigilante. Alors après, pour les disputes, voilà, je crois qu'il faut effectivement veiller à ce que ça ne dégénère pas en violence, donc apprendre ensuite aux enfants effectivement à gérer ces conflits, sans que ça dégénère en violence, pas forcément à se mêler à la dispute. Il y a des choses qui vont priver entre eux. Mais il faut savoir aussi, vous savez, c'est ça qui c'est la thèse de Girard sur la violence, c'est que au niveau du jeu d'enfant, je pense que des maîtresses peuvent faire l'expérience.
vous mettez deux frères, l'un à côté de l'autre. Là et lui. Et puis vous mettez le même objet, donc un crayon, mais le même crayon. Hein. Un donc à droite du premier, et un crayon à droite du second. Le même crayon. Eh bien, faites l'expérience. Les deux gamins vont se battre pour avoir le crayon du milieu. Pourquoi? Parce que le premier, il n'a pas de choix, il n'y a que ce crayon-là qu'il peut prendre. Le deuxième, il a le choix. Donc il a deux crayons. Il y en a un, l'autre en a envie. Donc il est porteur de l'envie du premier. Le deuxième, personne n'a envie. Donc forcément, c'est lui qui doit être intéressant, puisque l'autre en a envie. Et ils vont se battre. Quand on est parents, c'est de dire, attends, je vais inverser les crayons, puis tout jouer. Mais de se dire, René Girard, un grand philosophe qui a beaucoup travaillé sur la violence, parle finalement de cette origine de la violence, qui est effectivement ce désir mimétique, c'est-à-dire que je vais vouloir ce que l'autre veut, parce que ce que l'autre veut, ça doit être forcément intéressant puisqu'il le veut. Donc même si autre chose est pareil, ce que moi je vais vouloir, ça c'est complètement primaire au début, et ça peut être sujet de tas de disputes. C'est-à-dire que le frère va vouloir le jouet avec lequel l'autre joue, alors qu'il y a le même dans le placard. Juste la couleur qui est différente. Mais c'est celui avec lequel l'autre joue. Alors, ça va être important de faire découvrir à l'enfant. Ils sont pareils. Toi, tu peux laisser jouer, toi, tu joues avec celui-là. Mais il faut savoir que c'est un mécanisme habituel, qui génère des tas de disputes. Moi, je vois avec mes petits neveux combien ils vont se disputer. Ils sont trois, et il y en a un qui joue, et bien ils vont vouloir le même, alors qu'il y a quasiment le même jouet dans le placard. Et ça ne les intéresse pas, celui qui est dans le placard, c'est celui avec lequel l'autre joue. Parce qu'il doit être intéressant, puisque l'autre s'intéresse. Donc voilà, c'est comment essayer de comprendre un peu ce phénomène de dispute en disant que c'est naturel, des disputes entre fratries, mais les aider à revenir toujours au conflit d'objet, se dire, attends, on gère le conflit, et dire, tu as le même jouet, là, arrête ton chat, tu prends ce jouet-là. Là, je crois qu'on peut intervenir. Il ne faut pas intervenir sur forcément les motifs, etc. Il faut intervenir de manière que chacun se sent aimé de la même manière, chacun dépasse ce mécanisme primaire d'avoir envie que ce que l'autre a envie, en disant voilà. Et puis d'essayer effectivement que ça ne devienne pas en violence, parce qu'il y a toujours moyen de s'expliquer. Voilà. Mais voilà, vous ne vous étonnez pas, parents de fratrie, forcément vous allez devoir gérer des disputes entre fratries, et c'est pas parce qu'il y a des disputes qu'ils ne s'aiment pas. Moi j'ai vu comme ça dans un groupe scout, il y avait deux frères qui cessaient de se disputer, mais quand il y en a un qui a dû partir à l'hôpital, c'était une catastrophe pour l'autre, je veux dire. C'était quand est-ce qu'il revient, et quand est-ce qu'il n'avait pas cessé de se disputer pendant 5 jours, mais une fois qu'il y en a un qui est parti à l'hôpital, l'autre frère il n'en vivait plus. Il dit non, mon frère il ne peut pas faire l'activité, je ne sais pas pourquoi je vais la faire. Oui, donc, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un grand attachement. Enfin, je dirais, la dispute n'est pas le signe du bon attachement. Mais c'est une grande chance de pouvoir expérimenter tout ça au sein de la fratrie. Bonjour, et qui peut paraître un peu choquante pour certaines personnes. Mais bon, j'aimerais bien avoir une petite idée sur votre avis. Dans notre culture, dans la culture de certains de nos compatriotes marocains, ils vont mieux taper les autres que de se faire taper. Certains parents éprouvent de la joie, mais encore ne bougent pas leurs petits doigts quand leur enfant violente ou agresse, soit physiquement, soit verbalement, un autre enfant. Tant que mon enfant est épargné, tant que mon enfant est en position de force, il n'y a pas de problème. Là, je vous demande, s'il vous plaît, quel message pourriez-vous transmettre à ses parents? Je vous remercie. Aux collégiens, et je le disais aussi au niveau des écoliers, c'est cette idée qui est quand même largement présente, des fois dans la tête des hommes, que quelque part, le plus costaud est le plus respectable. Le plus costaud, le plus respectable. Je disais aux collégiens, ça c'est ce qui se passe chez nous. Chez nous, quand on veut prendre le commandement de la meute, eh bien, il faut montrer qu'on n'a peur de personne et qu'on est capable d'affronter n'importe quel groupe de la meute. Puis une fois qu'on est installé comme chef, s'il y en a un autre qui veut défier le chef, eh bien, il faut qu'il y ait le premier qui en gagne, et puis s'il gagne, eh bien, il viendra chef. Et
Chez les hommes, c'est un peu différent. Je leur disais, j'imagine que aux prochaines élections municipales, on ne va pas mettre un ring devant le perron de la mairie de Kénitra, et puis on va faire un combat entre les candidats, et puis le candidat qui aurait été capable de casser la figure à tous les autres candidats, on va le choisir comme maire. En ce moment, ce sont les élections présidentielles, proximité des élections présidentielles en France, donc tous les candidats se préparent, et on parle de primaire, comment essayer de trouver le meilleur candidat, et puis on n'a quand même pas comme idée de se dire, ah, attendez, j'ai une solution, parce qu'ils sont en ce moment pour la droite, ils doivent être 8, eh bien, on va installer un ring devant le perron de l'Élysée, hein, et puis ils vont se battre, hein, et puis celui qui aura connu tout le monde, hein, eh bien, ce sera notre chef. Je ne pense pas que la société des hommes puisse marcher comme ça. Et ça, je crois que c'est important à dire. C'est-à-dire, sortons de cette idée un peu primaire, que celui qui est le plus costaud est le plus respectable. Je veux dire que celui qui a été victime des coups, c'est peut-être un génie en musique. Et c'est quand même un peu dommage d'avoir abîmé sa main, parce que ce type qui lui est doux, et attentif, et est génial au piano, ce serait dommage que sa main ait été abîmée, et que... Alors, je crois que vous avez raison de se dire, je crois qu'il faut vraiment qu'on aide nos enfants à sortir, parce que je sens combien de génération en génération, j'entendais des collégiens, quand je leur demandais les raisons qui conduisaient à être violents, beaucoup c'était pour se faire reconnaître par les autres, pour être existé, certains c'était aussi, ça se passe aussi comme ça comme famille. Bien pas, voilà, que chez les hommes, il me semble, le message que je passais aux enfants, c'est de dire que vous êtes complètement unique, il y en a 6 milliards sur la Terre, il n'y en a pas un seul qui te ressent. Pas un. Tu es complètement unique. Même si tu es un jumeau, il y aura des différences. Vous risquez de vous battre, ça ne va pas. Et se dire, et tu l'as avec tes talents, tes dons, tes qualités, et qu'on a tous la même valeur. Et d'essayer de sortir, parce que je crois que c'est ça quand même, qui parfois perpétue la violence, ça va être de penser que parce que le gamin est plus costaud, il va être plus respectable. Je crois qu'il faut essayer de sortir cette idée, hein, et de faire reconnaître à nos enfants qu'il y en a qui sont costauds, d'autres qui sont moins, mais à côté de ça, il y en a qui sont musiciens et d'autres qui sont moins, puis à côté de ça, il y en a qui sont très forts en maths puis d'autres qui sont moins, puis, voilà, et puis qu'il y a une variété de talents, hein, et qu'il ne s'agit pas comme ça de penser que seul a vraiment le droit de vivre, celui qui est le plus costaud, non, pas comme ça, je poserai comme ça votre question. On va vous remercier pour la qualité de votre conférence. Parmi les points que j'ai retenus, c'est que le délit est commis par un enfant ou adolescent, mais en même temps la victime est aussi un enfant ou un adolescent. Donc ce qui nous dit, c'est que la sanction est toujours prononcée par un adulte. Là, ça me ramène un point qui m'a toujours intrigué, c'est le problème de conflit de génération. Donc on le veut ou non, si je suis éducateur ou père, que j'ai 30, 40, 50 ans, mon enfant a 10 ans, donc on ne pense pas forcément de la même manière. Il y a toujours à l'intérieur de moi quelques principes sur lesquels j'ai été éduqué. Donc il y a ce problème de génération. Est-ce que vous pensez que ce conflit de génération a une influence sur le degré d'agressivité et de violence chez l'enfant? Et selon vous, comment peut-on gérer cette situation? Merci. Les unes après les autres, et puis il faut une manière de voir les choses, qu'on est adulte, c'est un peu différente quand on est ado, et que cette confrontation, je veux dire, me semble positive si on arrive à la gérer sans violence. C'est de prendre conscience, l'ado est important qui prennent conscience du point de vue des adultes, et important aussi que les adultes prennent conscience du point de vue de l'ado, et après, autant effectivement, je pense que quand l'enfant est jeune, il est plutôt dans la position, après on va devenir un peu dans la négociation, et puis quand il sera adulte, on sera dans le partenariat, éduquer l'enfant. C'est de faire quitter l'enfance, qui est une situation de complète dépendance des adultes, pour arriver ensuite à l'âge adulte, où il sera partenaire des autres adultes. Donc il y a tout ce chemin où il se construit, puis l'adolescence, c'est la période un peu de turbulence entre les deux, où il n'est plus un enfant, puis il n'est pas encore un adulte. Donc et on a un phénomène dans nos sociétés d'allongement de la période d'adolescence, c'est ça qui rend les choses un peu difficiles. Parce qu'il faut savoir que dans les sociétés primitives africaines, l'adolescence durait une semaine, le temps des rites d'initiation, et l'enfant passait du statut d'enfant au statut d'adulte.
Et voilà, donc, alors que l'adolescence dans une société moderne, c'est la période où l'enfant est physiologiquement adulte, puisque voilà, sa sexualité s'est développée, il serait capable de procréer, et socialement enfant, puisqu'il n'est pas autonome. Bon. Et on a une période qui a tendance à s'allonger de plus en plus, parce que à la fois on a un rajeunissement de l'âge d'entrée en puberté, et puis à la fois on a un retardement de la véritable entrée dans la vie sociale à cause de la crise de l'emploi, du logement. C'est de plus en plus difficile des fois aux jeunes de pouvoir prendre son indépendance. Bon. Donc on a cette période d'adolescence qui, effectivement, cet allongement est un peu problématique, parce que c'est une problématique de l'adolescence qui... je me souviens, nos grands-mères parlaient de l'âge bête, bon, quand c'était limité dans le temps, quand ça s'étale, ça commence à devenir des fois insupportable. Et puis, on parle aussi de l'adolescence comme étant un peu l'âge un peu ingrat. Je ne sais pas si vous êtes des adolescents, je ne pense pas que la gratitude soit la qualité première d'adolescent. Merci papa de partir tôt au travail car c'est grâce à toi qu'on peut vivre. Merci maman d'aller faire les cours. L'adolescent est tellement préoccupé par tout ce qui se passe dans sa tête, comment il se positionne et tout, que il y a peut-être des exceptions, mais on ne peut pas dire que la gratitude. C'est pour ça que quand on est parent, des fois, on a un peu de mal, parce que le petit enfant c'est tellement gratifiant, il sait tellement vous dire qu'il a besoin de vous. L'adolescent il commence à prendre un peu ses distances, il dit attends, voilà, je suis en train de construire ma vie. Alors voilà, après, oui, il faut que les générations... ce qui me paraît important, c'est ça, c'est de ne pas avoir de jugement de valeur. C'est-à-dire, un jour, je ne sais pas, je faisais comme ça une conférence sur l'adolescence, et puis il y a une père de famille qui me dit, enfin, vous vous rendez compte, les musiques qu'ils écoutent, on ne peut pas appeler ça de la musique, c'est du bruit, c'est n'importe... Et je disais donc à ce père, c'est exactement ce que me disait mon père quand j'écoutais du rock quand j'étais jeune. Exactement, c'est pas de la musique, c'était du bruit, de la musique. Donc ça, il faut se méfier, parce que Socrate disait déjà, les jeunes d'aujourd'hui sont devenus malfaisants, paresseux, etc. Il y a toujours le risque d'avoir un peu un regard négatif sur la génération qui suit, qui ne sera jamais à la hauteur de ce qu'on a été. Et quand spontanément vous comparez les jeunes d'aujourd'hui aux jeunes que vous étiez, c'est plutôt du négatif de leur côté puis du positif de chez nous. Nous aussi, c'est pas des petits seins quand on était ados. Voilà ce que je dirais. Donc, je crois qu'il faut un peu dédramatiser tout ce qui peut se jouer, en disant que voilà, il y a cette turbulence de la construction, et puis il va falloir accompagner cet enfant vers l'âge adulte. Il s'agira de savoir s'opposer de temps en temps. Je crois que, je vous dis, l'enfant qui on dit jamais non, il grandit à toute puissance. Mais il faut savoir que l'âge d'adolescence, c'est plus difficile de dire non que de dire oui. Parce que si vous dites non à votre ado de 15 ans un soir à 19h, ça vous gâche toute la soirée. Essayez. Si vous me dites à quelle heure tu veux rentrer chérie, mais de temps en temps, voilà, il y a besoin que l'ado intègre un petit peu les règles de la vie en société, que tout n'est pas toujours possible tout le temps. Ça, c'est le petit enfant et qu'il va falloir qu'il apprenne à vivre avec les autres. Je trouve que je vais poser. Merci à vous dans cet échange. Alors, c'est une question qui revient toujours et qui est la suivante. Comment se fait-il que notre génération d'adultes actuels rencontre plus de difficultés que celle d'hier à apprendre à la jeune génération d'aujourd'hui à gérer son agressivité et à réguler sa violence? N'est-ce pas en effet aux adultes qu'il incombe d'apprendre à l'enfant à maîtriser son agressivité afin qu'il ne se transforme pas en violence? Oui, il ne faut pas se culpabiliser, c'est pas parce que les parents aujourd'hui seraient devenus plus mauvais parents, c'est parce que c'est toujours plus difficile d'éduquer dans une période de mutation. Et que dans ces périodes telles qu'on connaisse, on sent que ce serait plus facile effectivement d'éduquer si tout le monde partageait exactement les mêmes convictions religieuses, et puis on sent aujourd'hui que notre monde, l'ado, surtout maintenant avec Internet, il est à l'écoute de tout ce qui se passe. Et donc, on a cette ouverture de nos ados sur le monde, en particulier avec Internet, qui est à la fois une chance, mais qui est aussi une difficulté. La difficulté, ça serait de considérer que tout se vaut, que la relativité, tout est relatif, de toute façon. On a cette donnée un peu nouvelle,
hein, que nos ados, effectivement, ils sont dans un monde ouvert, et que c'était effectivement plus facile hein, quand dans le village où tout le monde avait les mêmes méthodes d'éduquer, tout le monde avait les mêmes repères, bon, ben, la transmission, ça se faisait plus facilement, alors que dans le monde d'aujourd'hui, voilà, on sent que ce qui est considéré comme valable ici est pas considéré comme valable là, et on est dans... Et c'est plus exigeant. Et puis, pourquoi il est plus difficile d'être parent? Parce que vous êtes confronté à des problèmes un peu nouveaux. C'est-à-dire que, il faut savoir qu'au départ, quand on est parent, l'enfant nous pose une question, ça nous rappelle un peu les questions qu'on se posait quand on était enfant, et puis, dans la réponse, on s'appuie un peu sur l'héritage transmis. C'est-à-dire que, par rapport à ce que nos parents ont fait, on a cette base-là, et puis soit on va imiter, soit on va prendre le contre-pied parce qu'on trouvait que c'était pas adapté, mais en tout cas on construit la réponse à partir de quelque chose. Et donc l'enfant qui ramène une mauvaise note, l'enfant qui est bon. Mais par rapport un peu aux nouvelles questions qui se posent, à quel âge on donne un portable, vous avez beau puiser dans l'héritage transmis, il n'y a rien. La question ne se posait pas. Est-ce qu'on permet donc, à l'enfant d'avoir accès à l'ordinateur? Donc on est avec des problèmes nouveaux où des parents sont obligés d'inventer la réponse sans pouvoir s'appuyer sur un héritage transmis. Bon. Et avec des fois des spécialistes qui ont des avis complètement divergents. Bon. Alors c'est pas évident, hein, parce que vous devez gérer votre famille avec des questions qui se posent à vous. Et puis, ça je trouve intéressant que l'école puisse permettre comme ça des rencontres de parents où on peut parler un peu, changer entre soi, comment on fait, parce que les enfants ils se transmettent hein, aussi. Quelle est votre position par rapport à ça? Alors, je vois aussi des fois des parents qui sont complètement démunis, hein, parce qu'ils vont interdire quelque chose. Hein, et puis, vous dites non à votre gamine, hein, puis la gamine vous dit, oh, c'est pas possible d'avoir des parents aussi ringards. Toutes mes copines ont la chance d'avoir des parents modernes et compréhensifs, hein, toutes mes copines. Et puis vous comprenez rien à rien à la modernité. Ouais, les parents disent, bon, alors, souvent c'est une stratégie d'adolescent, hein, de faire croire que toutes les... Bon, non. Mais quand même, c'est pas très facile, parce que par exemple, attends, je suis vraiment aussi décalé, là. Bon, et moi, effectivement, il faut des parents qui flottent un peu, et on sent qu'au niveau de l'ado qui a besoin de repères, bon, quand ils sentent que ça flotte, là, ils en profitent. Enfin, l'adolescent, dès qu'il voit un peu de faille, hein, il est capable de s'en offrir, il va chercher bien sûr son... Alors voilà, tout ça explique que poser ses repères, c'est vrai que je crois que la tâche est plus difficile. Et il ne s'agit pas d'accuser les parents, je vois des fois des discours tenus en France où on accuse les parents, c'est la faute aux parents. Non, il s'agit de faire face ensemble. Hein, et moi je crois beaucoup à se dire faire face, enseignants, parents, etc. Comment, voilà, quels sont les repères auxquels on tient vraiment, hein, et ceux qui me paraît essentiel de transmettre. Et je veux dire que un qui me paraît essentiel, c'est celui du respect. Le respect. Tu dois te respecter toi d'abord, donc d'éviter des conduites où tu ne te respectes pas. Quand je vois, moi personnellement, quand je vois un gamin qui revient complètement ivre, oui, moi la première chose que j'aborde, c'est que ça me fait mal de te voir dans cet état de délabrement. Ça me fait mal. C'est pas si mauvais, ça me fait mal. Mon fils, moi j'aime bien quand il est debout, il est droit, mais de voir dans cet état-là, mais c'est ça à faire passer d'abord comme message, comme quoi je ne peux pas supporter que tu ne te respectes pas. C'est pas te respecter d'être dans cet état-là, tu dis n'importe quoi. Et te dire de vraiment faire passer comme vrai message d'abord le respect de soi et puis le respect de l'autre. Hein, et que là, je crois qu'il faut vraiment être ferme, enfin je veux dire, être ferme, bien sûr, parce que c'est vraiment la base d'une vie heureuse en société. Et je crois que c'est une valeur partagée par tous, parce que quand j'écoute les adultes, souvent ceux dont ils souffrent le plus, quand ils parlent des jeunes, c'est du manque du respect des jeunes à leur égard. Et quand j'écoute les jeunes, ceux dont ils souffrent le plus de la part des adultes, c'est ce qui leur semblerait être un manque de respect des adultes à leur égard. Alors je me dis, il y a quelque chose de rassurant, c'est que tout le monde est d'accord sur la notion de respect. Alors maintenant, comment la vivre? Parce que des fois, les codes avec lesquels on manifeste le respect, c'est un peu différent d'une génération à l'autre. Hein. Mais comment vivre, hein, et je suis heureux de terminer sur cette notion, parce qu'il me semble vraiment que le contraire de la violence, c'est le respect. Le contraire de la violence, c'est le respect. Et que si je suis habité par cette notion de respect,
que je dois respecter l'autre, et puis qui me doit le respect, mais que je dois aussi me respecter moi-même. Je crois que c'est vraiment le plus grand antidote à la violence. Merci, peut-être. Beaucoup plus de respect pour vous aussi. Vous voulez une photo ensemble? Oui. Voilà.